Crime et châtiment, partie 12 du livre audio, 4e partie, chapitre 1. Est-ce mon rêve qui continue ? Pensait Raskolnikov. Il examina prudemment et avec méfiance le visiteur inattendu. Svidrigaïlov ? Quelle bêtise ! C'est impossible, prononça-t-il enfin tout haut, apparemment perplexe. Le visiteur ne sembla nullement s'étonner de cette exclamation. « Je viens chez vous pour 2 raisons, dit-il. En premier lieu, pour faire personnellement votre connaissance, car j'ai déjà, depuis longtemps, entendu dire de vous des choses curieuses et même élogieuses. Et en second lieu, parce que j'espère bien que vous ne refuserez pas de m'aider dans une certaine entreprise qui touche de près les intérêts de votre sœur, Avdotia Romanovna. Si je me présentais chez elle ainsi, sans recommandation, elle ne me laisserait peut-être pas entrer à cause de ses préventions contre moi. Mais avec votre aide, au contraire, je compte. »« N'y comptez pas, » dit Raskolnikov. « Elles sont arrivées ici hier seulement, n'est-ce pas ?» Raskolnikov ne répondit rien. « Oui, c'était hier, je le sais. Moi-même, je ne suis arrivé que depuis 3 jours. Bon, voici ce que je vous dirai à ce sujet, Rodion Romanovitch. Je trouve superflu de me justifier à vos yeux, mais permettez-moi néanmoins de vous poser une question. Qu'y a-t-il donc, dans toute cette affaire, de spécialement criminel de ma part, je veux dire en examinant les choses sans préjugés, en raisonnant sainement ?» Raskolnikov continuait à l'examiner silencieusement. « Est-ce le fait que j'ai poursuivi, dans ma maison, une jeune fille sans défense et que je l'ai offensée par mes viles propositions ? Est-ce cela ? Je vais au-devant de vos accusations. Mais pensez que je suis aussi un être humain. Et Nihil Humanum, en un mot que moi aussi je suis capable d'être séduit et d'aimer, ce qui arrive, sans aucun doute, indépendamment de notre volonté. Alors tout s'éclaircit de la manière la plus naturelle. Tout le problème est là. Suis-je un être monstrueux ou une victime ? Car en offrant à l'objet de ma passion de s'enfuir avec moi en Amérique ou en Suisse, j'avais peut-être les sentiments les plus honorables, et j'avais peut-être en vue notre bonheur mutuel. Le cœur a ses raisons. Je me serais probablement fait, en agissant ainsi, plus de tort qu'à n'importe qui, vous pensez. Mais là n'est pas la question, l'interrompit Raskolnikov, écœuré. Vous lui êtes simplement odieux, que vous ayez raison ou non. On ne veut plus de vous, et l'on vous chasse. Donc, allez-vous-en. Svidrigaïlov éclata soudain de rire. « Oh, vous ne vous laissez pas prendre, » prononça-t-il en riant de la façon la plus franche. « J'ai voulu finasser, mais je crois que cela ne marche pas. Vous êtes venu au fait en droite ligne. Mais vous continuez cependant à ruser, même en ce moment. Et alors ? Et alors, répétait Svidrigaïlov, riant aux éclats. C'est de bonne guerre, comme on dit, et c'est une ruse des plus permises. Mais vous m'avez interrompu. Quoi qu'il en soit, je vous le dis à nouveau, aucun ennui ne se serait produit s'il n'y avait pas eu cette petite scène au jardin. Marfa Petrovna. Marfa Petrovna, vous l'avez aussi expédiée, dit-on, interrompit brutalement Raskolnikov. Tiens, vous savez ça aussi ? Après tout, comment ne pas le savoir ? Eh bien, je ne sais vraiment que vous dire, quoique ma conscience soit tranquille au plus haut point à ce sujet. Je veux dire, ne croyez pas que j'ai quelque chose à craindre. Non, tout a eu lieu suivant les règles les plus strictes. L'examen médical prouva qu'elle était morte d'une attaque d'apoplexie, qui s'est produite pendant un bain pris immédiatement après un copieux repas au cours duquel ma femme avait bu presque toute une bouteille de vin. Et d'ailleurs, l'examen ne pouvait rien déceler d'autre. Non. Voici à quoi j'ai réfléchi un certain temps,
surtout pendant mon voyage en chemin de fer. N'ai-je pas facilité ce malheur, moralement, d'une façon ou d'une autre, en l'irritant, ou bien par quelque chose de ce genre? Mais j'ai conclu que ce n'était vraiment pas possible. Raskolnikov se mit à rire. De quoi vous inquiétez-vous donc? Pourquoi riez-vous? Écoutez, je ne lui ai donné que 2 coups de badine. Il ne resta même pas de traces. Ne me prenez donc pas pour un être cynique, je vous prie. Je sais exactement combien c'était mal à moi, etc. Mais je sais aussi à coup sûr que Marfa Petrovna était sans doute heureuse de ce que je me sois laissé emporter. L'affaire avec votre sœur était épuisée jusqu'à Z. Marfa Petrovna était contrainte, depuis 3 jours, de rester chez elle. Elle n'avait plus rien à raconter en ville, et puis tout le monde était déjà excédé par sa lettre. Vous avez entendu parler de la lecture de la lettre, n'est-ce pas? Et voici que ces 2 coups de cravache lui tombent du ciel. Faire atteler la voiture, ce fut son premier geste. Et je ne parle même pas du fait que les femmes ont de ces moments où il leur est très agréable d'être offensées, malgré toute leur apparente indignation. L'avez-vous remarqué? On peut même dire que c'est de cela qu'elles vivent. Raskolnikov avait pensé, un moment, se lever, partir et clôturer ainsi l'entrevue. Mais un certain besoin de savoir, et peut-être même une sorte de calcul, le retinrent un moment. « Vous aimez vous servir du fouet ?» demanda-t-il négligemment. « Non, pas trop », répondit Svidrigaïlov avec calme. « En ce qui concerne Marfa Petrovna, je ne me suis presque jamais disputé avec elle. Nous vivions en bonne entente, et elle n'eut jamais à se plaindre de moi. Je n'ai employé la cravache que 2 fois pendant les 7 années de notre mariage, si l'on ne tient pas compte d'un 3e incident, du reste fort équivoque. La première fois, c'était 2 mois après notre mariage, immédiatement après notre arrivée à la campagne, et la dernière fois, c'était le jour de sa mort. Et vous pensiez que j'étais un monstre? Un esprit rétrograde? Un esclavagiste? Il rit. À ce sujet, vous souvenez-vous, Rodion Romanovitch, qu'il y a quelques années, au bienheureux temps de la parole publique, on a couvert de honte, dans la presse, un gentilhomme, j'ai oublié son nom, qui avait cravaché une étrangère dans un wagon. Vous vous souvenez? C'est cette même année que s'est produit l'acte odieux du siècle. Et vous vous souvenez aussi des nuits égyptiennes, des confidences publiques, les yeux noirs? Oh, où es-tu, jeunesse? Alors voici mon avis. Je n'excuse nullement le monsieur qui a fouetté l'étrangère, car enfin, pourquoi l'excuserais-je? Ceci dit, je ne peux m'empêcher de faire remarquer qu'il y a des étrangères à ce point provocantes qu'il n'y a pas, me semble-t-il, de progressiste qui puisse répondre de lui. Personne n'a abordé l'affaire de ce côté-là, et pourtant c'est précisément le côté le plus humain de la question. C'est ainsi. Ayant dit ceci, Svidrigaïlov se mit de nouveau à rire. Il était évident, pour Raskolnikov, que c'était un homme fermement décidé à arriver à ses fins et qui savait ce qu'il faisait. « Vous n'avez sans doute parlé à personne depuis plusieurs jours ?» demanda-t-il. « C'est un peu cela. Mais dites, cela ne vous étonne-t-il pas que je sois de si bonne composition? Parce que je ne suis pas froissé de l'insolence de vos questions? Est-ce pour cela? Mais pourquoi s'en offenser? J'ai répondu comme vous avez questionné, ajouta-t-il avec une étonnante bonhomie. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse particulièrement, je vous le jure, continua-t-il pensivement. Surtout actuellement, je n'ai absolument rien à faire ici. Du reste, il vous est loisible de penser que je m'efforce de gagner vos bonnes grâces par calcul, d'autant plus que je désire rencontrer votre sœur. Je vous l'ai dit moi-même. Je vous le dirai ouvertement. Je m'ennuie. Surtout ces 3 jours-ci. J'ai même été content de vous voir. Ne soyez pas irrité, Rodion Romanovitch, mais vous me semblez aussi, Dieu sait pourquoi, terriblement bizarre. Dites ce que vous voulez, mais il y a quelque chose d'étrange en vous, et surtout actuellement.
C'est-à-dire pas précisément en cet instant, mais en général. Maintenant. Allons. C'est bon, je ne continue pas. Ne vous rembrunissez pas. Je ne suis pas l'ours que vous pensez. Raskolnikov le considéra d'un air sombre. Peut-être n'êtes-vous nullement un ours, dit-il. Il me semble même que vous êtes du meilleur monde, ou tout au moins que vous savez être très convenable à l'occasion. Je ne me préoccupe de l'opinion de personne, répondit Svidrigaïlov sèchement, et même avec une pointe d'arrogance. Et alors, pourquoi ne pas tâter de la trivialité, lorsque ce vêtement convient si bien à notre climat et, surtout, si l'on s'y sent porté par sa nature, ajouta-t-il, se mettant de nouveau à rire. J'ai pourtant entendu dire que vous avez beaucoup d'amis ici. Vous êtes ce qu'on appelle un homme ayant des relations. Qu'avez-vous besoin de moi alors, si ce n'est dans un but précis? C'est exact, repartit Svidrigaïlov sans répondre au point principal de la question. J'en ai déjà rencontré plusieurs depuis 3 jours que je bats le pavé. J'en ai reconnu quelques-uns, et je pense que certains m'ont reconnu aussi. C'est normal. Je suis bien habillé et l'on me cède de la fortune. Car la réforme agraire ne nous a pas atteints. Le revenu des bois et des prairies d'alluvion nous est resté. Mais je n'irai plus voir mes amis. J'en étais déjà excédé auparavant. Voilà 3 jours que je rôde, et je ne me suis encore mis en rapport avec personne. Et cette ville, dites-moi un peu comment elle s'est constituée, cette ville, la ville des ronds-de-cuir et des séminaristes. Vraiment, j'ai laissé passer beaucoup de choses sans les remarquer il y a 8 ans lorsque je traînais par ici. Je n'espère plus qu'en l'anatomie, je vous le jure. Comment ça? Bah, vous savez, à propos des clubs, de ces Dussault, et encore à propos du progrès, qu'il se passe de nous maintenant, poursuivit-il, toujours sans relever la question. Et puis, pourquoi nécessairement être un tricheur? Ah, vous avez triché aussi? Comment donc? Nous étions toute une bande, des gens des plus convenables, il y a 8 ans. Nous tuions le temps, et c'étaient des gens vraiment très bien. Il y avait des poètes, des capitalistes. En général, chez nous, dans la société russe, ce sont les faussaires qui ont les meilleures manières. L'avez-vous remarqué? Je me suis relâché à la campagne. Pourtant, un Grec a manqué de me faire mettre en prison pour dette. Et c'est alors qu'est survenue Marfa Petrovna. Elle a marchandé un peu, et elle m'a racheté pour 30 000 deniers d'argent. J'en devais 70 000. Je l'ai épousée, et elle m'a emmené tout de suite chez elle, à la campagne, comme si j'étais un trésor. Elle était mon aînée de 5 ans. Elle m'aimait énormément. Je n'ai pas quitté la campagne pendant 7 ans. Et notez bien qu'elle a conservé toute sa vie, comme arme contre moi, un document établi au profit d'un tiers, au sujet de ces 30 000 roubles. Et si jamais je m'étais révolté, j'étais fait comme un rat. Et elle n'aurait pas hésité. Les femmes savent concilier tout ça, vous savez. Et s'il n'y avait pas eu ce document, vous auriez pris le large? Je serais bien embarrassé de répondre. Ce document me gênait à peine. Je n'éprouvais pas le désir de m'en aller. Et encore, Marfa Petrovna, voyant mon ennui, m'avait elle-même invité 2 fois à faire un voyage à l'étranger. Mais quoi? J'étais déjà allé à l'étranger. Et je m'y suis toujours ennuyé. Rien de précis, mais voilà. L'aurore, la baie de Naples, la mer. Je regarde, et ça me rend triste. Ce qui est le plus écœurant, c'est que, en effet, on se sent triste. Non, on est mieux dans son pays. Ici, au moins, on accuse les autres de tout et l'on se justifie soi-même. J'irais bien m'engager dans une expédition pour le pôle Nord parce que j'ai le vin mauvais, et il me répugne de boire. Mais il ne me reste plus rien à part le vin. J'en ai fait l'essai. On dit que Berg va partir du jardin Youssoupov dans un immense ballon et qu'il consent à embarquer des compagnons de voyage moyennant finance. Est-ce vrai? Alors, vous voulez aller en ballon? Moi? Non. C'est simplement, murmura Svidrigaïlov, qui sembla devenir pensif.
Alors est-il sérieusement pensa Raskolnikov. Non, le document ne m'entravait pas, poursuivit Svidrigaïlov pensivement. C'est moi qui ne voulais pas quitter la campagne. D'ailleurs, voici 1 an que Marfa Petrovna m'a rendu le document pour ma fête et, de plus, elle m'a fait cadeau d'une forte somme, car elle avait un capital. Vous remarquez combien j'ai confiance en vous, Arkady Ivanovitch. C'est ainsi qu'elle a parlé. Je vous le jure. Vous ne croyez pas qu'elle a parlé ainsi ? Vous savez, j'étais devenu un bon agronome. On me connaissait dans la région. J'avais même fait venir des livres. Marfa Petrovna m'encouragea au début, puis elle eut peur que je ne m'absorbe trop dans l'étude. Je vois que vous regrettez beaucoup, Marfa Petrovna. Moi ? Peut-être. C'est possible, après tout. À propos, croyez-vous aux fantômes ? Quels fantômes ? Mais ce qu'on entend généralement par là. Et vous y croyez, vous ? Bah, après tout, non. Pour vous plaire, c'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait non. Vous en avez vu ? Svidrigaïlov lui jeta un regard étrange. Marfa Petrovna est venue me visiter, prononça-t-il en tordant sa bouche en un curieux sourire. Comment cela ? Voilà, elle m'a rendu visite 3 fois déjà. Je l'ai vue la première fois le jour même des funérailles, 1 heure après mon retour du cimetière. C'était la veille de mon départ pour Pétersbourg. La 2e fois, c'était il y a 3 jours, à l'aube, en voyage, à la gare de Malaya Vichera. La 3e fois, il y a 2 heures, dans ma chambre. J'étais seule. Vous ne dormiez pas ? Pas du tout. Aucune des 3 fois, d'ailleurs. Elle entre, elle parle 1 minute ou 2, et elle s'en va par la porte. Il me semble que je l'entends se mouvoir. Pourquoi donc étais-je convaincu qu'il allait sûrement vous arriver quelque chose de ce genre ? Dit Raskolnikov, et tout de suite il fut surpris d'avoir laissé échapper cela. Il était très agité. « Tiens, vous pensiez cela ?» demanda Svidrigaïlov, étonné. « Est-ce possible ? Allons, n'ai-je pas dit que nous avions des points communs ? » Vous ne l'avez jamais dit, coupa Raskolnikov avec colère. Je ne l'ai pas dit. Non. Il me semblait. Tout à l'heure, lorsque j'ai pénétré chez vous et que j'ai vu que vous étiez couché, les yeux fermés, feignant de dormir, je me suis dit immédiatement, c'est lui. Que signifie c'est lui ? De quoi parlez-vous ? S'écria Raskolnikov. De quoi je parle ? Je n'en sais vraiment trop rien, bredouilla Svidrigaïlov, hésitant mais avec franchise. Ils se turent pendant 1 minute, tout en se regardant en plein dans les yeux. Tout ça, ce sont des bêtises, s'écria Raskolnikov avec dépit. De quoi vous entretient-elle lorsqu'elle vient ? Elle ? Figurez-vous, les plus banales futilités. C'est à ne pas y croire. Et c'est cela qui m'irrite. La première fois qu'elle est entrée, j'étais rompu, vous savez. Le service funèbre, le requiem, le repas. J'étais enfin seul dans mon bureau. Je venais d'allumer un cigare. Je réfléchissais. Elle entre par la porte. « Arkady Ivanovitch, dit-elle. Tous ces soucis vous ont fait oublier de remonter la pendule de la salle à manger. » Cette pendule-là, je la remontais en effet moi-même chaque semaine. Et quand il m'arrivait de l'oublier, elle me le rappelait. Le lendemain, je me mets en route pour Pétersbourg. J'entre à l'aube dans la gare. J'avais peu dormi, je me sentais tout courbaturé, les yeux bouffis de sommeil. Je commande du café, et voici Marfa Petrovna qui s'assied à côté de moi. Elle tient un jeu de cartes en main. « Voulez-vous, Arkady Ivanovitch, que je vous tire les cartes pour votre voyage ?» Elle savait bien tirer les cartes. Je m'en voudrais toujours de ne pas l'avoir laissé faire. J'ai eu peur, je me suis enfui. Il est vrai que le train était annoncé. Aujourd'hui, j'étais assis après un fichu repas, l'estomac lourd, je fumais. Tout à coup, Marfa Petrovna entra de nouveau,
en grande toilette, habillée d'une robe de soie neuve avec une longue traîne. « Bonjour, Arkady Ivanovitch, dit-elle. Ma robe vous plaît-elle » Aniska ne saurait pas en faire une pareille. Aniska, c'était notre couturière, une ancienne serve qu'on avait envoyée comme apprentie à Moscou, une belle fille. Marfa Petrovna resta à tourner devant moi. Je regardais la robe, puis attentivement ma femme elle-même. « Qu'avez-vous, Marfa Petrovna, dis-je, à venir m'importuner pour de telles vétilles ?»« Mon Dieu, Arkady Ivanovitch, voilà que je vous importune maintenant. » Et je lui dis, pour l'agacer, « Je veux reprendre femme, Marfa Petrovna. »« Cela vous regarde, Arkady Ivanovitch. Cela ne vous fait d'ailleurs pas grand honneur, qu'à peine votre femme enterrée, vous songiez déjà à vous remarier. Et si seulement vous aviez fait un bon choix, mais je sais, cela ne convient ni à vous ni à elle, vous allez simplement vous rendre ridicule. » Et elle s'en fut. Je crus entendre le bruissement de sa traîne. Quelle bêtise, n'est-ce pas ? Mais au fond, vous mentez peut-être en ce moment, dit Raskolnikov. Il est rare que je mente, répliqua Svidrigaïlov, qui sembla ne pas remarquer l'incivilité de la question. Vous n'aviez jamais vu de fantôme auparavant ? Si, rien qu'une fois, il y a 6 ans. J'avais un valet, Filka. On venait de l'enterrer. Lorsque j'ai crié étourdiment « Filka, ma pipe !» Il entra et alla tout droit au râtelier où je mettais mes pipes. C'est pour se venger, pensai-je alors. Ceci parce que nous nous étions fortement disputés juste avant sa mort. « Comment oses-tu entrer chez moi avec un vêtement déchiré au coude ? Hors d'ici, coquin !» Il se retourna, sortit, et je ne le revis plus jamais. Je n'en ai rien dit à Marfa Petrovna à ce moment-là. J'ai voulu faire célébrer un office pour le repos de son âme, mais un scrupule m'a retenu. Allez voir un médecin ? Vous n'avez pas besoin de me le dire. Je sais moi-même que ma santé n'est pas brillante, quoique je ne sache pas très bien ce qui ne va pas. À mon idée, je suis 5 fois mieux portant que vous. Je ne vous ai pas posé la question. Croyez-vous qu'on puisse voir des fantômes ? Je vous ai demandé, croyez-vous que les fantômes existent ? Non, pour rien au monde je ne le croirais, s'écria Raskolnikov avec animosité. Que raconte-t-on d'habitude ? Chuchota Svidrigaïlov, comme à part soi, le regard détourné et la tête un peu penchée. On dit, tu es malade, donc l'apparition que tu as vue, ce n'était que pur délire. Mais ce n'est pas logique. Je conviens que les fantômes ne se montrent qu'aux malades, mais le fait qu'ils n'apparaissent qu'aux malades ne démontre pas que les fantômes n'existent pas en eux-mêmes. C'est évidemment faux, insista nerveusement Raskolnikov. Non ? C'est cela que vous pensez, poursuivit Svidrigaïlov, lui jetant un long regard. Et si nous raisonnions ainsi ? Aidez-moi. Les fantômes sont des parcelles, des fragments, des éléments d'autres mondes. L'homme sain ne les voit pas, parce qu'étant bien portant, il est plus terrestre, plus matériel et, par conséquent, il doit vivre de la seule vie d'ici-bas en vertu de la plénitude et de l'ordre. Mais, dès qu'il tombe malade, dès que l'ordre terrestre est quelque peu dérangé dans sa structure, la possibilité d'un autre monde lui paraît immédiatement. Et plus il est malade, plus les contacts avec l'autre monde sont étroits. Et, lorsqu'il meurt, il passe directement dans l'autre monde. J'ai réfléchi depuis longtemps à cela. Si vous avez foi en la vie future, vous pouvez bien avoir foi en mon raisonnement aussi. Je ne crois pas à l'au-delà, affirma Raskolnikov. Svidrigaïlov était pensif. Et s'il n'y avait dans l'autre monde que des araignées, ou quelque chose de ce genre, dit-il soudain. C'est un démon, pensa Raskolnikov. L'éternité nous apparaît toujours comme une idée que l'on ne peut comprendre, comme quelque chose d'énorme. Mais pourquoi est-ce nécessairement énorme ? Et si, par hasard, au lieu de tout cela, il n'y avait là qu'une seule petite pièce, comme une salle de bain de paysan ?
Les murs tout enfumés et des araignées dans tous les coins, et que ce soit là toute l'éternité. J'ai déjà rêvé à quelque chose de ce genre, vous savez. Se peut-il qu'il ne vous vienne rien de plus réconfortant et de plus juste à l'esprit, s'écria Raskolnikov avec une sensation maladive. De plus juste? Comment savoir, après tout? C'est peut-être juste ainsi. Et, vous savez, si cela avait dépendu de moi, c'est ainsi que j'aurais fait, répliqua Svidrigaïlov avec un vague sourire. En entendant cette absurde affirmation, Raskolnikov sentit une vague de froid le submerger. Svidrigaïlov leva la tête, le regarda attentivement et soudain éclata de rire. « Non mais, pensez un peu, s'écria-t-il. Il y a une demi-heure, nous ne nous étions encore jamais vus. Nous pensions être des ennemis. Nous avons même encore une affaire à régler. Nous avons plaqué l'affaire et nous nous sommes lancés dans toute cette littérature. Allons, n'avais-je pas raison en disant que nous sommes deux baies du même buisson? Faites-moi le plaisir, continua avec irritation Raskolnikov. Laissez-moi vous demander de vous expliquer au plus vite, afin de m'apprendre pourquoi vous m'avez honoré de votre visite. Et je n'ai pas le temps, je dois me hâter, je suis obligée de partir. Je vous en prie, voici. Votre sœur, Avdotia Romanovna, a l'intention d'épouser M. Piotr Pietrovitch Lougine. Vous serait-il possible d'éviter toute question concernant ma sœur et de ne pas citer son nom? Je suis même surpris de ce que vous osiez le faire en ma présence, si vous êtes réellement Svidrigaïlov. Mais je viens pour parler d'elle. Comment ne pas citer son nom dans ce cas? C'est bien, dites vite. Je suis certain que vous vous êtes déjà fait une opinion au sujet de ce monsieur Lougine, qui est mon parent par ma femme. Pour peu que vous vous soyez entretenu avec lui pendant une demi-heure ou que vous ayez entendu dire quelque chose d'exact et de précis à son sujet. Ce n'est pas un parti pour Avdotia Romanovna. À mon avis, elle se sacrifie dans cette affaire, très généreusement et sans calcul aucun, au profit de ses proches. Il m'a semblé, d'après ce que j'ai entendu dire de vous, que de votre côté, vous seriez très content si ce mariage pouvait ne pas se faire, et cela sans porter atteinte aux intérêts de votre sœur. Maintenant que j'ai fait personnellement votre connaissance, j'en suis même convaincu. C'est très naïf à vous. Pardonnez-moi, impudent, dit Raskolnikov. Vous voulez dire par là que je n'ai en vue que mes intérêts personnels? Ne craignez rien, Rodion Romanovitch. Si c'était ainsi, je ne me serais pas ouvert à vous de cette façon. Je ne suis pas totalement idiot, après tout. À ce sujet, je vais vous révéler une singularité psychologique. Tout à l'heure, lorsque je justifiais mon amour pour Avdotia Romanovna, je vous ai dit que j'étais moi-même la victime. Bon, sachez que je ne suis plus épris de votre sœur. Plus du tout. À ce point que cela me semble étrange même, car j'étais indiscutablement amoureux d'elle. À force de désœuvrement et de vice, coupa Raskolnikov. Je suis en effet vicieux et désœuvré, mais votre sœur a tant d'attraits que je n'aurais vraiment pas pu rester insensible. Mais tout cela n'était que bêtise, comme je le vois maintenant. Y a-t-il longtemps que vous l'avez remarqué? Je l'ai constaté déjà auparavant, et je m'en suis définitivement convaincu il y a 3 jours, presque à l'instant de mon arrivée à Pétersbourg. Du reste, je m'imaginais encore, lorsque j'étais à Moscou, que je m'étais mis en route pour aller conquérir la main d'Avdotia Romanovna et rivaliser avec M. Lougine. Veuillez m'excuser, mais je vous serai obligé d'abréger et de passer directement au but de votre visite. Je n'ai pas le temps, je dois partir. Certainement, je vous en prie. Arrivé à Pétersbourg, et m'étant résolu à tenter un certain voyage, j'ai trouvé nécessaire de donner quelques ordres préalables. J'ai laissé mes enfants chez leur tante. Ils ont de la fortune et n'ont pas besoin de moi. Et puis, le rôle de père ne me convient pas. Je n'ai pris pour moi que ce dont Marfa Petrovna m'a fait cadeau il y a 1 an. Cela me suffit. Excusez-moi, je passe tout de suite à l'affaire. Avant de partir pour ce voyage, qui, d'ailleurs, aura lieu peut-être,
Je voudrais en finir avec M. Lougine. Ce n'est pas que, vraiment, je ne puisse le souffrir, mais quand même, c'est à cause de lui qu'a eu lieu cette querelle avec Marfa Petrovna lorsque j'ai appris que c'était elle qui avait manœuvré pour que ce mariage se fasse. Maintenant, je veux obtenir, par votre intermédiaire, qu'Avdotia Romanovna m'accorde un entretien, même si vous le voulez, en votre présence, afin de lui expliquer, en premier lieu, qu'elle ne doit s'attendre à aucun avantage de son union avec M. Lougine, mais qu'au contraire, il n'en résultera que des inconvénients. En second lieu, après l'avoir prié de me pardonner pour tous ses récents désagréments, je solliciterai l'autorisation de lui offrir 10 000 roubles, ce qui faciliterait la rupture avec M. Lougine, rupture qu'elle souhaiterait voir se réaliser si elle en avait la possibilité. « Mais vous êtes vraiment fou !» s'écria Raskolnikov, plus étonné qu'irrité. « Comment osez-vous me dire de telles choses ?» J'étais sûr que vous alliez crier. Mais tout d'abord, quoique je ne sois pas riche, ces 10 000 roubles sont disponibles. Je veux dire que je n'en ai absolument pas besoin. Si Avdotia Romanovna les refusait, je les emploierais encore plus stupidement. Bon. Secondement, ma conscience est tout à fait en paix. J'offre cela sans aucun calcul. Croyez-le ou non, mais vous le saurez avec certitude plus tard, vous et Avdotia Romanovna. Le fait est que j'ai réellement causé quelques ennuis et des contrariétés à votre honorable sœur. Par conséquent, me sentant sincèrement repentant, je veux vraiment, non pas racheter ma faute, non pas payer pour les ennuis, mais simplement faire quelque chose d'avantageux pour elle, pour cette raison que je n'ai pas le monopole, après tout, de ne lui causer que du mal. Si mon offre renfermait la moindre part de calcul, je n'aurais pas proposé 10 000 roubles seulement, alors que je lui offrais beaucoup plus il y a 5 semaines à peine. En outre, je vais me marier, peut-être bientôt, avec une certaine jeune fille. Par conséquent, toutes les suspicions concernant quelque manœuvre de ma part contre Avdotia Romanovna doivent tomber par ce fait même. Je dirais pour terminer qu'en se mariant avec M. Lougine, Avdotia Romanovna accepte le même argent, mais venant d'un autre côté. Ne soyez donc pas fâché, Rodion Romanovitch, jugez sainement et avec sang-froid. En disant cela, Svidrigaïlov était lui-même extrêmement calme et de sang-froid. « Je vous prie de terminer, » dit Raskolnikov. « De toute façon, ce que vous dites est d'une inadmissible insolence. »« Nullement. Si c'était ainsi, on n'aurait, en ce bas monde, que le droit de faire du mal, et faire le bien serait défendu au nom d'un futile formalisme. C'est ridicule. Si je mourais et si je laissais cette somme à votre sœur par testament, serait-il possible qu'elle ne l'acceptât pas ? Très possible. Ah non, là je ne suis plus d'accord. Mais après tout, si c'est non, c'est non. Qu'il en soit ainsi. Quand même, 10 000 roubles, c'est quelque chose d'excellent à l'occasion. En tout cas, je vous prie de transmettre ce qui a été dit à Avdotia Romanovna. Non, je ne le ferai pas. Dans ce cas, Rodion Romanovitch, je me vois forcé de chercher moi-même à la voir et, par conséquent, de la déranger. Et si je lui transmettais ce que vous m'avez dit, vous n'essayeriez pas de la voir ? Je ne sais vraiment quoi vous répondre. J'aurais beaucoup aimé la voir. Ne l'espérez pas. Dommage. En somme, je suis un inconnu pour vous. Peut-être, quand nous nous connaîtrons plus intimement. Vous croyez que nous nous connaîtrons plus intimement ? Pourquoi pas, en somme, dit Svidrigaïlov en souriant. Et il prit son chapeau. Ce n'est pas que je tienne tellement à vous déranger, et en venant ici, aujourd'hui, je ne comptais pas trop sur votre amabilité, bien qu'après tout, votre visage ait éveillé mon intérêt, ce matin. Où m'avez-vous aperçu ce matin ? Interrogea Raskolnikov inquiet. Par hasard. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui s'apparente à moi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un fâcheux. Je me suis entendu avec des tricheurs, j'ai réussi à ne pas ennuyer un grand seigneur, le prince Zvirbey, mon parent éloigné. J'ai su écrire une petite chose sur la Madone de Raphaël dans l'album de Madame Prikoulova. Je suis resté 7 ans sans désemparer chez Marfa Petrovna.
J'ai couché chez Wiasomski, place Senoï. Au bon vieux temps. Et je prendrai peut-être l'envol, dans un ballon, avec Berg. Bon. Mais permettez-vous de vous poser une question. Est-ce bientôt que vous avez l'intention de partir en voyage ? Quel voyage ? Mais enfin, ce voyage dont vous avez parlé tout à l'heure. Ah, le voyage. Oh oui. Je vous ai, en effet, parlé de voyage. Mais ça, c'est un sujet très étendu. Si vous saviez, pourtant, quelle question vous venez d'aborder, continua-t-il en haussant la voix, et il eut un rire bref. Peut-être me marierai-je, au lieu de partir en voyage. On me présente un parti. Ici ? Oui. Vous ne perdez pas votre temps. Mais, quand même, je voudrais beaucoup revoir Avdotia Romanovna. Ne fût-ce qu'une fois. Je vous le demande avec insistance. Eh bien, au revoir. Ah, oui. Informez votre sœur, Rodion Romanovitch, qu'elle figure sur le testament de Marfa Petrovna pour 3000 roubles. Ceci est absolument exact. Marfa Petrovna a donné des ordres une semaine avant de mourir. Cela a eu lieu devant moi. Avdotia Romanovna pourra toucher cet argent dans 2 ou 3 semaines. Est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. Vous pouvez le lui dire. Allons, très honoré, je suis descendu tout près d'ici. En quittant la chambre, Svidrigaïlov rencontra Razumikine devant la porte. Chapitre 2. 8 heures allaient bientôt sonner. Raskolnikov et Razumikine se dépêchaient afin d'atteindre l'hôtel Bakhaïlev avant Loujine. « Qui était-ce » interrogea Razumikine dès qu'ils furent sortis. « C'était Svidrigaïlov, ce châtelain chez qui ma sœur a été gouvernante et dans la maison duquel elle a été offensée. Elle est partie de là à cause de ses instances amoureuses, chassée par sa femme, Marfa Petrovna. Celle-ci a demandé ensuite pardon à Dounia, et, il n'y a pas longtemps, elle est morte. C'est la dame dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pour quelle raison, mais je crains beaucoup cet homme. Il est venu ici aussitôt que sa femme a été enterrée. Il est très bizarre et il est résolu à agir. Il semble savoir quelque chose. Dounia doit être protégée contre lui. C'est cela que je voulais te dire, tu comprends ? Protégée ? Qu'a-t-elle à craindre de lui ? Rodia, mon vieux, merci de me parler ainsi. Oui, oui, nous allons la protéger. Où habite-t-il ? Je ne sais pas. Tu aurais dû le lui demander. Dommage. Bah, après tout, je le trouverai. As-tu vu son visage ? Demanda Raskolnikov après un moment de silence. Mais oui, j'ai vu son visage, je m'en souviendrai. Tu l'as bien vu ? Bien nettement, reprit Raskolnikov avec insistance. Mais oui, je m'en souviens très bien. Je l'identifierai entre 1000. J'ai une bonne mémoire des physionomies. Ils se turent encore. Alors c'est bien, murmura Raskolnikov. Car tu sais, j'ai pensé. Il me semble que peut-être ce n'est que de l'imagination. Mais de quoi parles-tu ? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Eh bien, vous dites tous, continua Raskolnikov, la bouche déformée par un sourire forcé, que je suis fou. Alors il m'a semblé que, peut-être, je le suis en effet et que ce n'est qu'un fantôme que je viens de voir. Allons, Rodia. Qui sait ? Peut-être suis-je vraiment fou, et tout ce qui est arrivé ces jours-ci n'est peut-être qu'imagination pure. Ah, Rodia, on t'a de nouveau ébranlé les nerfs. Mais de quoi a-t-il parlé ? Pour quelle raison est-il venu ? Raskolnikov resta silencieux. Razumikine médita pendant quelque temps. « Écoute, voici mon rapport, dit-il enfin. Je suis passé chez toi, tu étais endormi. Puis on a dîné, ensuite je me suis rendu chez Porphyrie. Zametov s'y trouvait encore. J'ai voulu tenter la chose, mais ça n'a pas pris. Je ne suis pas parvenu à attraper le ton juste. Ils ont eu l'air de ne pas comprendre ou de ne pas vouloir comprendre, mais ils ne se déconcertèrent pas non plus. J'ai emmené Porphyrie près de la fenêtre, et je lui ai parlé, mais de nouveau mon discours ne réussit pas. Il regardait de côté, et moi aussi. Enfin, je lui ai mis, sur le pied familial, mon poing sous le nez,
et je lui ai dit que j'allais l'écrabouiller. Il n'a fait que me jeter un coup d'œil. J'ai craché et je suis parti. C'est tout. C'est idiot. Je n'ai pas dit un mot à Zametov. Seulement, tu vois, je pensais avoir fait du gâchis, mais en descendant l'escalier, une idée m'est venue, une vraie inspiration. Pourquoi donc nous donnons-nous tant de mal ? S'il y avait un danger ou quelque chose, alors évidemment, mais maintenant, qu'est-ce que cela peut te faire ? Tu n'y es pour rien, alors tu craches dessus. Et nous allons bien rire. À ta place, je m'amuserais à les mystifier. Comme ils seront gênés, après, fiche-toi d'eux. Plus tard, nous pourrons taper dessus, et maintenant, nous allons bien rire. C'est évident, dit Raskolnikov. Et que vas-tu dire demain, pensa-t-il. Fait bizarre, il ne lui était jamais passé par la tête de se demander que va dire Razumikine lorsqu'il saura. Raskolnikov le regarda avec attention. Le rapport de Razumikine sur sa visite chez Porphyri le laissait assez indifférent. Tant de choses avaient pris de l'importance et tant d'autres avaient perdu leur intérêt depuis lors. Dans le couloir, ils rencontrèrent Lougine. Celui-ci avait pénétré dans l'hôtel à 8 heures précises, mais il avait dû chercher la chambre. Ils y entrèrent en même temps, mais sans échanger un regard ni un salut. Les jeunes gens précédèrent Piotr Petrovitch, qui, par courtoisie, traîna quelque peu dans l'antichambre, enlevant son pardessus. Pulcheria Alexandrovna vint immédiatement à sa rencontre sur le seuil. Pendant ce temps, Dounia accueillait son frère. Piotr Petrovitch entra et s'inclina devant les dames avec assez d'affabilité, quoique avec une importance marquée. Du reste, il semblait quelque peu dérouté et paraissait n'avoir encore pu reprendre pied. Pulcheria Alexandrovna, un peu troublée elle aussi, se hâta de faire asseoir tout le monde autour d'une table ronde, sur laquelle se trouvait un samovar fumant. Dounia et Lougine s'assirent l'un en face de l'autre. Razumikine et Raskolnikov s'étaient placés en face de Pulcheria Alexandrovna. Razumikine à côté de Lougine, Raskolnikov près de sa sœur. Un court silence régna. Piotr Petrovitch sortit lentement de sa poche un mouchoir de batiste parfumé et se moucha de l'air d'un honnête homme qui aurait été quelque peu blessé dans sa dignité et qui est fermement décidé à exiger des éclaircissements. La pensée lui était déjà venue, dans l'antichambre, de ne pas enlever son pardessus et de s'en aller, infligeant ainsi une punition sévère et sensible aux deux dames, pour leur faire comprendre tout de suite l'état des choses. Mais il ne s'y résolut pas. De plus, cet homme détestait les situations obscures, et ici il restait un point à élucider. Sa volonté avait été si ouvertement méprisée qu'il s'était certainement passé quelque chose, et, par conséquent, il était préférable de savoir quoi le plus rapidement possible. Il serait toujours temps de punir par après, cela ne dépendait que de lui-même. « J'espère que le voyage s'est passé sans incident ?» demanda-t-il d'une voix officielle à Pulcheria Alexandrovna. « Grâce à Dieu, oui, Piotr Petrovitch. »« J'en suis très heureux. Et pour Avdotia Romanovna, tout s'est-il également bien passé ?»« Je suis jeune et résistante. J'ai facilement supporté le voyage. Mais il a été très fatigant pour maman, » répondit Dunetchka. « Qu'y faire ? Nos voies ferrées nationales sont fort longues. Elle est grande, celle qu'on appelle notre mère la Russie. Quant à moi, malgré mon désir, je n'ai pu me libérer à temps pour me rendre à la gare à votre rencontre. J'ai quand même l'espoir que les choses se sont passées sans trop de soucis pour vous. »« Oh non, Piotr Petrovitch, nous étions très découragés, » se hâta de déclarer Pulcheria Alexandrovna avec une intonation spéciale. « Et si Dieu lui-même ne nous avait envoyé Dmitri Prokofitch, je ne sais ce que nous serions devenus. »« Voici Dmitri Prokofitch, Razumikine, » ajouta-t-elle, faisant la présentation. « Mais j'ai déjà eu l'honneur, » murmura Piotr Petrovitch, louchant avec animosité du côté de Razumikine. Ensuite, il se rembrunit et se tut. Piotr Petrovitch semblait appartenir à cette variété d'hommes ayant des prétentions à l'affabilité et qui sont infiniment aimables en société, mais qui, pour peu que les choses n'aillent pas selon leur idée, perdent tout de suite leurs moyens et ressemblent plutôt à des sacs de farine
qu'à d'élégants cavaliers susceptibles d'animer la compagnie. Le silence s'établit à nouveau. Raskolnikov s'était retranché dans un mutisme décidé. Avdotia Romanovna ne voulait pas ouvrir la bouche. Quant à Razumikine, il n'avait rien à dire, si bien que Pulcheria Alexandrovna s'inquiéta à nouveau. « Saviez-vous que Marfa Petrovna est morte ?» débuta-t-elle en recourant à son moyen habituel. « Bien sûr, j'ai connu la nouvelle de première main, et je suis même venu pour vous dire que, immédiatement après les obsèques, Arkady Ivanovitch Svidrigaïlov est parti subitement pour Pétersbourg. Du moins en est-il ainsi d'après les renseignements que j'ai reçus de bonnes sources. »« À Pétersbourg ? Ici ?» interrogea Dounia avec inquiétude. Elle et sa mère échangèrent un regard. « Oui, c'est ainsi. Et il a certainement un dessein quelconque si l'on considère la hâte de son départ et les circonstances qui ont précédé celui-ci. »« Mon Dieu, est-il possible que, même ici, il ne laisse pas Dounetchka en paix ?» s'exclama Pulcheria Alexandrovna. « J'ai l'impression que ni vous ni Avdotia Romanovna n'ayez lieu de vous inquiéter, à condition, évidemment, que vous refusiez d'entrer en contact avec lui. Quant à moi, je vais le surveiller, et je cherche déjà maintenant où il est descendu. »« Oh, Piotr Petrovitch, vous ne pouvez vous imaginer quelle frayeur vous m'avez causée, poursuivit Pulcheria Alexandrovna. « Je ne l'ai rencontré que 2 fois, et il m'a semblé être un homme affreux, affreux. Je suis certaine que c'est lui qui a causé la mort de Marfa Petrovna. » À ce sujet, il est impossible de conclure. Je possède des données exactes à ce sujet. Je ne nie pas qu'il ait hâté les choses, pour ainsi dire, par l'influence morale de l'offense. Mais en ce qui concerne la manière de vivre et la moralité du personnage, je suis de votre avis. Je ne sais s'il est riche à présent, et combien lui a légué Marfa Petrovna. Ceci me sera connu dans le temps le plus court. Mais il est évident qu'une fois à Pétersbourg, et ayant, ne fût-ce qu'un peu de ressources, il va se remettre à son ancien genre de vie. C'est l'homme le plus dévergondé et le plus endurci dans le vice de tous les hommes de son genre. J'ai de sérieuses raisons de croire que Marfa Petrovna, qui a eu l'infortune de tellement l'aimer et de racheter ses dettes il y a 8 ans, lui fut utile dans une autre histoire. Ce n'est que grâce à ses efforts et à ses sacrifices que fut étouffée dans l'œuf une affaire criminelle, au sujet d'un attentat bestial et même fantastique, pour ainsi dire, pour lequel il aurait très bien pu être envoyé en Sibérie. Voilà comment est cet homme, si vous voulez le savoir. « Oh, mon Dieu !» s'exclama Pulcheria Alexandrovna. Raskolnikov prêtait attentivement l'oreille. « Est-ce vrai que vous avez des renseignements exacts à ce sujet ?» demanda Dounia sérieusement et même sévèrement. « Je ne vous ai dit que ce que m'a confié en secret feu Marfa Petrovna. Il faut constater que, du point de vue juridique, l'affaire n'était pas claire du tout. Il y avait une certaine Reslich, je crois qu'elle y habite encore. C'est une étrangère, et, en outre, une usurière qui avait encore d'autres occupations. C'est avec cette Reslich que M. Svidrigaïlov entretenait depuis longtemps des relations fort étroites et mystérieuses. Chez cette femme vivait une parente éloignée, une nièce, je pense, sourde et muette, une fille d'une 15aine d'années, ou peut-être même avait-elle 14 ans seulement, pour laquelle cette Reslich éprouvait une haine sans limite et à laquelle elle reprochait chaque bouchée de pain. Elle brutalisait la fillette, la frappait même cruellement. Un jour, on trouva celle-ci pendue dans le grenier. Le tribunal conclut au suicide. Après les procédures habituelles, l'affaire en resta là, mais quelque temps après, la justice reçut une dénonciation anonyme disant que la fillette avait été sauvagement outragée par Svidrigaïlov. Il faut dire que l'affaire était très obscure. La dénonciation provenait d'une autre étrangère, une femme discréditée et très peu digne de foi. Enfin, la dénonciation n'eut pas de suite, grâce à l'intervention et à l'argent de Marfa Petrovna. Tout se limita à des rumeurs. Ces rumeurs, pourtant, étaient hautement significatives. Vous avez évidemment entendu parler,
Avdotia Romanovna, de ce qui se passa avec le valet Filka, mort des suites de torture, il y a 6 ans environ, encore du temps du servage. L'on m'a affirmé, cependant, que ce Filka s'était pendu. C'est exact, mais c'est le système continu de persécution et de correction instauré par M. Svidrigaïlov qui l'a contraint, ou, pour mieux dire, qui l'a poussé au suicide. Ceci, je l'ignorais, repartit Dounia d'une voix sèche. L'on m'a raconté seulement une très étrange histoire. Filka était, disait-on, une sorte d'hypocondriaque, une espèce de philosophe de maison. Les domestiques disaient qu'il s'était perdu dans les livres, et qu'il s'est pendu plutôt à cause des railleries de M. Svidrigaïlov qu'à cause de ses mauvais traitements. Quand j'étais là, il se conduisait d'une manière convenable avec ces gens, et ceux-ci l'aimaient, quoique, pourtant, il l'accusait également de la mort de Filka. « Je vois, Avdotia Romanovna, que vous êtes encline à le justifier, » remarqua Lougine, plissant les lèvres en un sourire ambigu. « C'est en effet un homme astucieux et séduisant aux yeux des dames, ce à quoi Marfa Petrovna sert de déplorable exemple. Ma seule intention était de vous assister de mon conseil, vous et votre mère, pour parer à de nouvelles tentatives qui ne manqueront pas d'avoir lieu. Pour moi, je suis fermement persuadé que cet homme disparaîtra à nouveau immanquablement dans la prison pour dette. Marfa Petrovna ne s'était jamais proposé de lui laisser quelque chose personnellement, car elle avait le souci de l'avenir de ses enfants, et s'il a reçu un legs quelconque, ce n'est que l'indispensable, quelque chose sans grande valeur, quelque chose d'éphémère qui ne durera pas 1 an, vu ses habitudes. « Piotr Petrovitch, je vous prie, dit Dounia, cessons de parler de M. Svidrigaïlov. Cela m'ennuie vraiment. » Il est venu me rendre visite tout à l'heure, dit soudain Raskolnikov, sortant de son mutisme pour la première fois. Il y eut des exclamations de toutes parts, tous les yeux se fixèrent sur lui. Piotr Petrovitch lui-même fut ému. Il est entré chez moi il y a 1h30, lorsque je dormais. Il m'a réveillé et s'est présenté, poursuivit Raskolnikov. Il avait une allure dégagée et gaie, et il croyait fermement que nous allions nous entendre. Il désirait beaucoup, entre autres, avoir une entrevue avec toi, Dounia, et il m'a demandé de servir de tiers lors de cette rencontre. Il m'a dit avoir une proposition à te faire, et m'a expliqué de quoi il s'agit. En outre, il m'a formellement affirmé que Marfa Petrovna, 1 semaine avant de mourir, a pris des dispositions pour te laisser, à toi, Dounia, une somme de 3000 roubles, et tu pourras, très bientôt, disposer de cet argent. « Merci, mon Dieu !» s'exclama Pulcheria Alexandrovna en se signant. « Prie pour elle, Dounetchka, prie pour elle !» C'est l'exacte vérité, laissa échapper Lougine. « Et alors, après ?» demanda Dounia, qui avait hâte d'en savoir davantage. Il a dit ensuite que lui-même n'était pas riche, et que tout le domaine allait aux enfants qui sont maintenant chez leur tante. Il m'a dit encore qu'il était descendu quelque part, non loin de chez moi, mais où, je ne le sais pas. Je ne m'en suis pas informé. « Mais que veut-il proposer à Dounetchka, en fin de compte ?» interrogea Pulcheria Alexandrovna avec inquiétude. « Il te l'a dit ?»« Oui. »« Eh bien ?»« Pas maintenant. » Raskolnikov se tut et se remit à boire son thé. Piotr Petrovitch sortit sa montre et la regarda. « Il est nécessaire que je m'en aille pour m'occuper de mes affaires. Et de ce fait, je ne vous gênerai pas, » ajouta-t-il, l'air quelque peu vexé, et il s'apprêta à se lever. « Restez, Piotr Petrovitch, » interrompit Dounia. « Vous vous proposiez de passer la soirée avec nous. En outre, vous avez écrit que vous désiriez vous expliquer avec maman au sujet de quelque chose. »« C'est exact, Avdotia Romanovna, » prononça Piotr Petrovitch en reprenant sa place, mais sans lâcher son chapeau. « Je voulais en effet mettre au point, avec vous et votre honorable mère, certaines affaires fort importantes. Mais, tout comme votre frère, qui ne veut pas donner en ma présence des explications au sujet des propositions de M. Svidrigaïlov, je ne désire pas non plus, ni ne puis, m'expliquer en présence des autres.
au sujet de points aussi importants. En outre, la condition primordiale, sur laquelle j'ai insisté, n'a pas été observée. » Lougine prit un air important et amer, puis se tut. « C'est à ma demande que votre désir de voir mon frère absent de notre entrevue n'a pas été satisfait, » dit Dounia. « Vous avez écrit que mon frère vous a outragé. Je pense qu'il faut immédiatement élucider cette affaire et que vous devez vous réconcilier. Et si Rodia vous a effectivement offensé, il devra vous demander pardon. Et il le fera. » Piotr Petrovitch reprit aussitôt courage. « Même avec la meilleure volonté du monde, Avdotia Romanovna, il est de ces affronts qu'il est impossible de laisser passer. Il y a, en tout, des limites qu'il est dangereux de franchir, car, si on les dépasse, il est impossible de revenir en arrière. » Dounia l'arrêta, un peu agacée. « Mais je ne parlais pas de cela, en somme, Piotr Petrovitch, dit-elle. Rendez-vous compte que tout notre avenir dépend maintenant du fait de savoir si l'on pourra ou non élucider ces différends. Je vous le dis immédiatement, je ne peux pas envisager les choses d'une autre manière, et si vous tenez à moi, ne fût-ce qu'un peu, cette histoire doit être terminée aujourd'hui même, si cela vous semble difficile. Je vous le répète, si mon frère a tort, il vous présentera ses excuses. » « Cela me surprend que vous posiez la question de cette façon, » dit Lougine, qui s'énervait de plus en plus. « Tout en tenant à vous et, pour ainsi dire, en vous adorant, je peux très bien ne pas aimer du tout quelqu'un de votre famille. Aspirant à la joie d'obtenir votre main, je ne peux prendre sur moi, en même temps, d'assumer des obligations inconciliables. »« Oh, ne soyez pas si ombrageux. Abandonnez cette susceptibilité, Piotr Petrovitch, » interrompit Dounia avec quelque émotion. « Et restez l'homme sensé et généreux que j'ai toujours vu en vous, et que je veux continuer à y voir. J'ai contracté vis-à-vis de vous un grand engagement. Je suis votre fiancé. Ayez confiance en moi dans cette affaire, et, croyez-moi, je serai de taille à la trancher sans parti pris. Que je prenne sur moi le rôle de juge est une surprise aussi bien pour mon frère que pour vous. Lorsque je l'ai invité, après avoir pris connaissance de votre lettre, à venir sans faute assister à notre entrevue, je ne lui ai rien dévoilé de mes projets. Vous devez comprendre que si vous ne vous réconciliez pas, je devrais choisir entre vous, ou bien lui. Je ne veux, ni ne peux, à aucun prix, commettre une erreur dans mon choix. Pour vous satisfaire, je devrais rompre avec mon frère. Pour mon frère, je devrais rompre avec vous. Je veux, et je dois savoir maintenant, à coup sûr, s'il se considère vraiment comme mon frère. Et si vous tenez à moi, si vous m'estimez, si vous êtes un époux pour moi. »« Avdotia Romanovna, » prononça Lougine, les traits contractés. « Vos paroles sont trop hautement significatives pour moi, et je dirais même plus, elles sont blessantes, étant donné la position que j'ai l'avantage d'occuper vis-à-vis de vous. Sans parler de la façon offensante et bizarre dont vous nous mettez sur le même pied, moi et un présomptueux jeune homme, vos paroles admettent la possibilité d'un manquement à la promesse que vous m'avez donnée. Vous avez dit « ou bien vous, ou bien lui », ce qui montre combien peu je compte à vos yeux. Je ne puis admettre cela, eu égard aux relations et aux obligations qui existent entre nous. »« Comment ?» s'emporta Dounia. « Je mets vos intérêts au même rang que tout ce que j'ai eu de plus précieux jusqu'ici dans la vie, ce qui était toute ma vie. Et maintenant, vous vous offusquez de ce que je fasse trop peu de cas de vous ?» Raskolnikov eut un sourire mordant. Razumikine frissonna violemment, mais Piotr Petrovitch n'accepta pas l'objection. Au contraire, il devint plus irritable et querelleur, comme s'il y prenait goût. L'amour pour le futur compagnon de l'existence, l'amour pour le mari doit supplanter l'amour pour le frère, prononça-t-il sentencieusement. Et, de toute façon, je ne peux être mis sur le même pied. Quoique j'eusse insisté tout à l'heure sur le fait que je ne veux ni ne peux m'expliquer en présence de votre frère, je me suis néanmoins décidé à m'adresser à votre honorable mère pour lui demander les éclaircissements nécessaires sur un point fort grave et blessant pour moi.
Votre fils, dit-il à Pulcheria Alexandrovna. Devant monsieur Razoutkine. Où est-ce bien ainsi? Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, prononça-t-il en se tournant vers Razumikine avec un salut affable. M'a blessé en déformant les paroles que je vous ai dites lors d'une conversation privée qui a eu lieu pendant que nous prenions le café, à savoir que le mariage avec une jeune fille pauvre, qui a déjà goûté à l'amertume de la vie, est, à mon avis, plus avantageux au point de vue conjugal que le mariage avec une jeune fille qui a été habituée à l'aisance, car c'est ainsi plus utile pour la moralité. Votre fils a exagéré de propos délibérés le sens de mes paroles jusqu'à l'absurde, en m'accusant d'intentions méchantes et en se basant, à mon idée, sur votre propre correspondance. Je me considérerais comme heureux, s'il vous était possible, Pulcheria Alexandrovna, d'affirmer le contraire, et, par le fait même, de me rassurer considérablement. Veuillez bien me communiquer dans quels termes, précisément, vous avez transmis mes paroles dans votre message à Rodion Romanovitch. Je ne m'en souviens pas, dit Pulcheria Alexandrovna, déroutée. J'ai répété ce que j'ai compris. Je ne sais pas comment Rodion vous l'a rapporté. Peut-être a-t-il exagéré quelque peu? Sans une suggestion de votre part, il n'aurait rien pu exagérer. Piotr Petrovitch, prononça Pulcheria Alexandrovna avec dignité. Le fait que Dounia et moi nous nous trouvions ici prouve que nous n'avons pas pris vos paroles de mauvaise part. Parfait, maman, approuva Dounia. Je suis donc coupable, dit Lougine, froissée. Et puis, Piotr Petrovitch, vous chargez toujours Rodion, et vous-même, vous avez écrit quelque chose d'inexact à son sujet, hier, continua Pulcheria Alexandrovna, réconfortée. Je ne me souviens pas d'avoir écrit quelque chose d'inexact. Vous avez écrit, dit Raskolnikov d'un ton tranchant, et sans se retourner vers Lougine, que ce n'est pas à la veuve d'un homme écrasé que j'ai donné hier l'argent, ce qui était cependant exact, mais bien à sa fille, que je n'avais jamais vue avant ce jour. Vous avez écrit cela pour me brouiller avec les miens, et dans ce but, vous avez caractérisé d'une façon sordide une jeune fille qui vous est inconnue. Ce sont des commérages, et c'est bas. Pardonnez-moi, monsieur, répondit Lougine, frémissant d'indignation. Dans ma lettre, j'ai parlé de vos qualités et de vos actes uniquement pour répondre aux vœux de votre mère et de votre sœur qui m'ont demandé de décrire comment je vous ai trouvé et quelle impression vous avez faite sur moi. Quant aux affirmations contenues dans ma lettre, je vous défie d'en trouver une qui ne soit pas exacte. Vous ne pouvez contester que vous avez donné l'argent et que, dans cette famille, toute malheureuse qu'elle soit, il y a des membres indignes. Et à mon avis, vous, avec tous vos mérites, vous ne valez pas le petit doigt de cette pauvre fille à laquelle vous jetez la pierre. Par conséquent, vous auriez l'audace de la faire admettre dans la compagnie de votre mère et de votre sœur. C'est déjà fait, si vous voulez le savoir. Je l'ai priée aujourd'hui de s'asseoir à côté de maman et de Dounia. « Rodia !» s'écria Pulcheria Alexandrovna. Dounetchka devint rouge. Razumikine se rembrunit. Lougine eut un sourire caustique et hautain. « Voyez vous-même. »« Avdotia Romanovna, dit-il, si oui ou non, une entente est possible ici. J'espère que l'affaire est maintenant élucidée et clôturée une fois pour toutes. Je vais à présent me retirer pour ne pas nuire à l'agrément ultérieur de l'entrevue familiale et pour vous laisser libre de vous communiquer vos secrets. » Il se leva et saisit son chapeau. « Mais avant de partir, j'oserais faire observer que j'espère être dispensé, à l'avenir, de telles rencontres, et pour ainsi dire, de tels compromis. Je vous fais spécialement la même prière, Pulcheria Alexandrovna, d'autant plus que ma lettre était adressée à vous et à personne d'autre. » Pulcheria Alexandrovna fut quelque peu blessée. « Eh bien, Piotr Petrovitch, croyez-vous que nous soyons déjà entièrement en votre possession ? Dounia vous a donné la raison pour laquelle votre désir n'a pas été satisfait. Ses intentions étaient bonnes. Et puis, vous m'écrivez comme si vous me donniez des ordres. Devons-nous prendre chacun de vos désirs pour un commandement ? Je vous dirais que, au contraire, vous devez être particulièrement complaisant et délicat à notre égard, étant donné que nous avons tout abandonné et que, confiant en vous, nous sommes venus ici,
et, par conséquent, nous nous trouvons déjà en votre pouvoir. » « Ce n'est pas tout à fait juste, Pulcheria Alexandrovna. Et surtout maintenant que vous avez été informé du legs de 3000 roubles fait par Marfa Petrovna, legs fort opportun, si l'on en juge par le nouveau ton que vous avez pris pour me parler, ajouta-t-il avec causticité. À en croire votre remarque, on pourrait vraiment penser que vous comptiez sur notre détresse, fit observer Dounia d'un ton irrité. Maintenant, en tout cas, je ne pourrai plus y compter. Et surtout, je ne veux pas gêner la transmission des propositions secrètes d'Arkady Ivanovitch Svidrigaïlov, dont votre frère est chargé, et qui ont pour vous, je le vois, une signification essentielle et peut-être fort plaisante. « Ah, Seigneur !» s'exclama Pulcheria Alexandrovna. Razumikine tenait à peine en place. « N'as-tu pas honte ? » ?»« Maintenant, Dounia ?» demanda Raskolnikov. « Oui, Rodia, j'ai honte, » dit Dounia. « Piotr Petrovitch, sortez !» fit-elle à Lougine en blêmissant de colère. Il semblait bien que Piotr Petrovitch n'avait pas prévu un tel dénouement. Il avait eu trop confiance en lui-même, en son pouvoir et en l'impuissance de ses victimes. Il n'y crut pas d'abord. Il pâlit et ses lèvres frémirent. « Avdotia Romanovna, si je prends la porte sur un tel congé, alors tenez-en compte, je ne reviendrai plus jamais. Réfléchissez-y bien, je tiens mes promesses. » « Quelle impudence !» s'écria Dounia en se levant brusquement. « Mais je ne veux pas que vous reveniez. »« Comment ? Ah, c'est ainsi !» s'écria Lougine, qui, jusqu'au dernier instant, n'avait pas cru à un tel dénouement et qui, pour cette raison, perdait maintenant pied. « Ah, c'est comme cela ! Mais savez-vous, Avdotia Romanovna, que j'ai aussi le droit de protester ?»« À quel titre osez-vous lui parler ainsi ?» s'interposa ardemment Pulcheria Alexandrovna. « Pour quelle raison protesteriez-vous ? Et quel droit avez-vous ? Croyez-vous que je donnerais ma Dounia en mariage à un homme comme vous ? Allez-vous-en, laissez-nous tout à fait. Nous sommes nous-mêmes coupables de nous être engagés dans une affaire malhonnête, et c'est surtout ma faute. »« Mais quand même, Pulcheria Alexandrovna, dit Lougine qui, déjà furieux, s'échauffait encore. Vous m'avez lié par la parole donnée, que vous reniez maintenant. Et puis, j'ai été pour ainsi dire contraint, de ce fait, à des dépenses. » Cette dernière réclamation était tellement dans la manière d'être de Piotr Petrovitch que Raskolnikov, qui pâlissait à cause des efforts qu'il faisait pour contenir sa colère, ne résista pas et, soudain, éclata de rire. Mais Pulcheria Alexandrovna était hors d'elle-même. « Des dépenses ? Quelles dépenses ? Est-ce vraiment de notre coffre que vous voulez parler ? Mais on vous l'a transporté pour rien. Et c'est nous qui vous avons lié les mains ? Mais reprenez donc vos esprits, Piotr Petrovitch. C'est vous qui nous aviez lié les pieds et les poings. Assez, maman, je vous en prie, assez, dit Avdotia Romanovna en essayant de la calmer. Piotr Petrovitch, je vous le demande, allez-vous-en. Je m'en vais, mais permettez-moi encore un dernier mot, dit-il, s'étant presque complètement rendu maître de lui-même. Votre maman, semble-t-il, a tout à fait perdu de vue que je me suis décidé à vous épouser après que les rumeurs au sujet des événements qui ont compromis votre réputation aient parcouru toute la région. Dédaignant pour vous l'opinion publique et ayant rétabli votre honneur, j'aurais eu, évidemment, le droit de compter sur une récompense et même d'exiger votre gratitude. Et ce n'est que maintenant que mes yeux se sont ouverts. Je vois bien que, peut-être, j'ai agi fort étourdiment en négligeant la rumeur publique. « Mais il croit avoir une tête de rechange !» cria Razumikine en sautant sur ses pieds, prêt à faire prompte justice de Lougine. « Vous êtes bas et méchant, dit Dounia. « Plus une parole, plus un geste !» s'écria Raskolnikov en repoussant Razumikine. Ensuite, s'avançant vers Lougine jusqu'à le toucher. « Veuillez sortir, dit-il, calmement et distinctement. Et pas un mot de plus,
Ou sinon… Piotr Petrovitch le regarda pendant quelques secondes, le visage tordu par la rage. Ensuite, il se retourna et sortit. Il était évident que peu d'hommes ressentent dans leur cœur autant de haine que Lougine en emportait en quittant Raskolnikov. C'était lui, et lui seul, qui l'accusait de tout. Il est remarquable qu'en descendant l'escalier, il s'imaginait toujours que, peut-être, l'affaire n'était pas totalement perdue et que, en ce qui concerne les deux dames, les choses pouvaient encore fort bien être arrangées.